Et si nous ouvrions cette nouvelle saison de Blow Up par un sujet sur le regard caméra, ce moment rare et furtif où un personnage soudainement nous regarde dans les yeux, nous parle, bref, ce moment comme ici en ouverture de Dans Paris, où un personnage brise ce que l'on appelle le quatrième mur. Ouais, non, vous vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Car des regards et adresses aux spectateurs il y en a, en documentaire dans Sans Soleil, elle sait que je la vois. Ou en fiction dans Fight Club, des regards caméra simplement esquissés dans Matrix, ou des regards caméra plus nets dans Oedipe Roi, des regards caméra qui nous surprennent dans The King of New York, ou que l'on voit arriver de loin dans Psychose, des regards caméra muets dans Le Miroir, ou bavard dans Annie Hall, des clins d'œil dans Funny Games, ou des apostrophes dans À bout de souffle, si vous n'aimez pas la mer, des larmes dans Le Congrès, ou un sourire dans Harold et Maude, et même les deux dans Les Nuits de Cabiria, bref, des regards ou des adresses aux spectateurs au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Avec une précision d'emblée, nous n'évoquerons pas ici tous ces plans qui semblent être des regards caméra, mais qui n'en sont pas tout à fait, comme celui-ci dans Stardust Memories, avec Charlotte Rampling qui semble nous regarder avec une certaine insistance, mais qui regarde en fait Woody Allen mangeant un yaourt. Non, seront évoqués ici, autant que faire se peut, les vrais regards caméra adressés à nous spectateurs, comme celui-ci célèbre en clôture des 400 coups. Alors pour commencer, la narration au cinéma en passe souvent, et même très souvent par le regard caméra, que cette narration soit en voix off, dans Orange Mécanique, ou que cette narration soit incarnée, par exemple par Stephen Spinella, dans le prologue de Rubber. In the Steven Spielberg movie E.T., why is the alien brown? Et même incarné en musique, notamment avec Jonathan Richman et Tommy Larkins dans Marie à tout prix. Sinon, quelques cas de narration qui mettent en abîme l'idée même de récit. Dans La Voie lactée, l'histoire racontée par Julien Guillaumard, dans l'histoire racontée par Louise Buñuel. Il décida de s'enfuir du couvent. Vous me suivez? Ou dans Amélie Poulain, la salle de cinéma mise en abîme. J'aime bien me retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs. Une idée que l'on retrouvait déjà quelques années plus tôt dans le Tempopo de Juzo Itami. Mais encore. Et bien évidemment, le regard caméra est un important ressort du cinéma comique et permet souvent de souligner les gags. Jerry Lewis y a parfois recours, comme ici dans Dr. Jerry et Mr. Love, pour redoubler l'absurdité de la situation. Un type de regard caméra que l'on a aussi vu dans Jumanji, avec le jeune Peter qui doit trouver une hache dans la remise pour sauver Robin Williams, sauf que cette remise est cadenassée. Sinon, dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, le regard caméra très cartoon de Jamel Debbouze qui précède la chute. À part ça, le cinéma parodique a souvent eu recours au regard caméra. Il y a longtemps avec H.C. Potter dans Elsa Poppin, avec ce personnage qui réprimande le caméraman. Ou un peu plus récemment avec Mel Brooks, qui a souvent joué de l'adresse aux spectateurs, notamment dans Frankenstein Jr. Sinon, dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, ce commentaire revanchard de Robert Hayes. Enfin, n'oublions pas le double regard caméra dans Top Secret, prenant à témoin le spectateur sur la qualité du film proprement dit. It all sounds like some bad movie. Et le triple regard caméra dans le même esprit dans Jay et Bob contre-attaque. Mais à part ça, eh bien, changeons radicalement de registre, car le regard caméra sert aussi, parfois, à souligner l'horreur et la barbarie.
c'est la barbarie de la Seconde Guerre mondiale, soulignée par d'incessants regards caméra dans Requiem pour un massacre d'Elem Klimov, ou ce sont les images de l'hôpital à Hiroshima, dans Hiroshima mon amour, avec une population meurtrie qui nous regarde dans les yeux. Comment aurais-je pu éviter de le voir ? Une idée du regard intimidant et presque accusateur qui nous rappelle cette scène de viol au début des Garçons sauvages, avec un regard caméra qui nous renvoie à notre position de voyeur. Avant d'être un garçon presque fille, j'étais un garçon. Un peu comme dans une partie de campagne de Jean Renoir, le regard caméra de Sylvia Bataille, noyé dans les larmes et le flou. Mais encore, le regard caméra permet bien évidemment au personnage d'inclure le spectateur dans la fiction, de le responsabiliser, de lui dire que ce qu'il voit le concerne directement. Et ce n'est pas Kevin Costner dans JFK qui nous contredira, clôturant son plaidoyer par une phrase et un regard au spectateur tout à fait explicite. Mais à l'inverse, le personnage peut aussi se sentir jugé par le spectateur, comme le constate Charlie Chaplin, prêt au pire dans Le Kid, mais la prise de conscience de la présence de la caméra et des spectateurs le dissuade. Sinon, à l'inverse, certains, comme Christian Bale, alias Dick Cheney, dans Vice, s'accommodent très bien de la présence de la caméra et encore mieux du jugement négatif du spectateur. I can feel your recriminations and your judgment. Enfin, un regard caméra que nous aimons tout particulièrement dans Two Lovers de James Gray, le baiser et un discret regard caméra tout en culpabilité de Joaquin Phoenix. Voilà. Car nous savons, nous spectateurs, que les choses ne sont pas aussi simples que cela. À part ça, Les Parapluies de Cherbourg, c'est connu, contient de nombreux regards caméra de Catherine Deneuve, comme ceux-ci avant et pendant le mariage, des regards caméra comme autant d'appels à l'aide du personnage au spectateur pour l'aider à s'extraire d'une situation pas vraiment désirée, un peu comme Madeleine Kim Novak dans Vertigo face à James Stewart, qui comprend qu'elle ne sera jamais aimée pour ce qu'elle est et qui, dépitée, nous regarde discrètement ici, arrêt sur image pour être plus clair, et après tout, normal de nous regarder du coin de l'œil, car si l'on revient en arrière, c'était déjà à nous spectateurs et à nous seuls que Kim Novak avait révélé en regard caméra la vérité cachée. Un regard caméra comme un appel de détresse qui nous rappelle également, et là aussi dans un genre très différent, le Shame de Steve McQueen avec un Michael Fassbender épuisé, ne parvenant plus à assouvir ses désirs, avec un long, très long regard, comme là aussi un appel à l'aide. Mais à part ça, l'au-delà, l'ésotérique, a souvent trait au regard caméra. Dans Jeanne de Bruno Dumont par exemple, on entend des voix, celle de Christophe, en regardant la caméra. Oh mon Dieu, je savais la douleur des batailles quand les assaillants fous se ruaient à l'assaut. Dans Dangereux sous tout rapport de Jonathan Demme, on meurt en un soudain et saisissant regard caméra. Et dans Sans fin de Christophe Kieślowski, on parle à son mari défunt en s'adressant là aussi à la caméra. Enfin, le cinéma d'horreur, souvent, a eu recours au regard caméra, notamment pour dire la contamination de l'écran à la salle, comme en clôture de La Malédiction, avec le petit Damien qui s'apprête à vampiriser le monde, ou comme dans Vendredi 13, le chapitre final, avec un enfant contaminé par Jason et qui va transmettre à son tour cette contamination au spectateur en un regard. Enfin, terminons ce tour d'horizon par tous ces films qui se concluent par un regard caméra, et là, attention, spoiler, des regards caméra insistants, comme celui d'Isabelle Huppert à la fin de La Dentelière, ou des regards plus brefs et soudains, comme celui de Melora Walters dans Magnolia, un regard discret, et c'est tout. Des regards caméra en plan large dans In the Fade, ou en gros plan dans Memories of Murder, et même en très gros plan dans American Psycho. This confession has meant nothing. Des regards caméra qui disent souvent l'épuisement et l'exaspération d'un personnage qui est passé par tous les tourments, comme Nathalie Baye bouleversée dans Le Petit Lieutenant, ou comme Al Pacino face au miroir et au trouble dans Cruising,
ou encore Leonardo DiCaprio à bout de force dans The Revenant. Des regards caméra souvent iconoclastes, surtout dans le cinéma de fiction traditionnel, car en révélant la caméra, le personnage brise la fiction et intime l'ordre au cinéaste de terminer son film, comme l'impose Kurt Russell, autoritaire à la fin de Los Angeles 2013, ou comme l'impose William Atherton dans Le Jour du Fléau, regardant la caméra et obligeant le film à s'arrêter en brûlant la pellicule. Sinon question autorité, on s'en voudrait de ne pas citer une nouvelle fois l'apostrophe finale fameuse de Gérard Depardieu dans Trop belle pour toi. Il me fait chier, mon Schubert, vous comprenez? Il me fait chier! Enfin, un cas particulier, le regard caméra qui clôt non seulement un film, mais toute une œuvre, comme le propose avec malice Alfred Hitchcock dans son ultime film Complot de famille, ou comme le propose John Cassavetes dans son presque ultime film Love Streams, un petit salut lointain à la caméra. Enfin, tout aussi crépusculaire, le regard caméra comme une dédicace pour une dernière image laissée à la postérité, la dernière image d'une actrice, Marie Trintignant, à la fin de Janice et John, ou la dernière image d'un acteur, Harry Dean Stanton, à la fin de Lucky de John Carroll Lynch. Bref, si on ajoute l'œuf lancé à la caméra dans Los Olvidados et le verre d'eau lancé à la caméra dans The Rocky Horror Picture Show, si on ajoute le regard caméra d'un chien dans L'île aux chiens, et le regard caméra plus douloureux d'un loup-garou dans Le loup-garou de Londres, on peut dire que les regards et adresses à la caméra sont au cinéma partout, même dans Welcome to New York avec Gérard Depardieu en DSK, et même dans Saint-Laurent avec Gaspard Ulliel en YSL, même avec Anna Karina en noir et blanc dans Vivre sa vie, et en couleur dans Pierrot le Fou, et puis Emily Watson, facétieuse dans Breaking the Waves, Eddie Murphy interloqué dans Un fauteuil pour deux, Melville Poupeau soucieux dans Laurence Anyways, sans oublier le couple âgé et pudique dans Place aux jeunes. Oui, le regard caméra partout, même dans l'espace avec Christopher Reeve dans Superman, et même dans l'espace aussi avec L'Enfant des étoiles dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre premier top 5 de la saison, et toujours aussi subjectif, celui des plus beaux regards ou adresses à la caméra de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par l'ouverture de Whatever Works de Woody Allen. Le cinéaste new-yorkais a toujours aimé les apostrophes, mais il n'a peut-être jamais autant joué avec le spectateur qu'ici, avec la complicité de Larry David, pour une ouverture qui fait immanquablement penser à la traversée d'écran de La Rose pourpre du Caire. My story is whatever works, you know, as long as you don't hurt anybody. Anyway, you can filch a little joy in this cruel dog-eat-dog, pointless black chaos. You know, just that's my story. No, there, tell, okay? I told tell them the story. Tell them. Yeah, tell them. You just want me to say it again so they can hear. Who? Them. Who? Who's them? You see something out there? Where? Yeah. What are you, an imbecile? There's an audience full of people looking at us. What are you talking about? You feel you're being watched. They paid good money for tickets, hard-earned money, so some moron in Hollywood can buy a bigger swimming pool. Okay, you're saying there are human beings out there who bought tickets to watch us. Well, mostly they're interested in me, I have to say. Yeah. I'm looking. Yeah, they're just sitting there. Don't you see them? Some are eating popcorn. Some are just staring straight ahead, breathing through their mouths like Neanderthals. So then they're there to listen to your story. Total delusions of grandeur. Completely. Why would you want to hear my story? Do we know each other? Do we like each other? Let me tell you right off, okay? I'm not a likable guy. Charm has never been a priority with me. And just so you know, this is not the feel-good movie of the year. So if you're one of those idiots who needs to feel good, go get yourself a foot massage. Mom, that man's talking to himself. Wait, Justin. Notre numéro 4,
Souvent, comme ici dans Cléo de 5 à 7, une scène chantée au cinéma use du regard caméra, comme si l'on passait soudainement d'un film de fiction à un clip ou à une émission télé, comme le propose également, mais cette fois de façon plus délirante, Jacques Villeray dans Papy fait de la résistance, en fan de Julio Iglesias. Je n'ai pas changé. Mais pour aujourd'hui, nous avions envie de citer 40 ans toujours puceau de Judas Pato, avec Steve Carell, notre amour, euphorique après sa première nuit avec Catherine Keener, pour des regards caméra chantés sur le Aquarius de la comédie musicale Hair. So how was that for you? When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding. No more falsehoods or derisions, golden living, dreams of visions, mystic crystal revelations, and the mind's true liberation. Aquarius. Notre numéro 3, la caméra au cinéma peut parfois se faire harceleuse, notamment dans Trans-Europe Express d'Alain Robbe-Grillet, avec un Jean-Louis Trintignant pressé qui tente d'échapper à une caméra intrusive, mais aussi dans Film de Samuel Beckett, Buster Keaton harcelé lui aussi par une caméra voyeuriste, ou encore dans Théorème de Pasolini, Anne Wiazemski qui ne peut échapper à une caméra tourbillonnante, ce qui n'annonce rien de bon. Alors parfois le personnage décide de se rebeller et un film en particulier va jouer de cette idée, Le Miroir de Jafar Panahi. Dans les rues de Téhéran, Jafar Panahi suit pendant une trentaine de minutes son personnage principal, la jeune Mina, qui tente de faire le trajet seule de l'école à chez elle, mais soudain, le point de bascule, le personnage va décider de tout arrêter, regardant la caméra et révélant ainsi l'équipe technique au travail et obligeant ensuite Jafar Panahi, orphelin de son personnage principal, à terminer son film comme il peut et en tous les cas sans Mina. مینا چرا دخترم چی شده؟ من میگم میخوام بازی کنم. اکی ناراحتی؟ ها؟ درو باز کن، من میخوام برم پایین. آقا چیکار کنیم ما؟ آقا یه جا نگه داریم. خب؟ باز کن. مینا جان چی شده؟ مینا خانم مینا نمیخوای حرف بزنی؟ نه نمیخوام. باز کن آقا، باز کن بزن باز کن. این رو باز کن. کجا میرید خانم؟ برم ببینم چی شده، برای چی قطع کرده؟ مال کی میدم؟ Notre numéro 2 est le classique des classiques et déjà vu dans Blow Up, mais pourquoi se priver ? 70e minute de Monica, d'Ingmar Bergman, cinéaste expert en regard caméra s'il en est. Harriet Anderson décide de prendre du bon temps dans un bar à l'écart du foyer familial, défiant d'une certaine façon les bonnes mœurs, et ce n'est pas la caméra de Bergman qui va l'en empêcher ni l'intimider. Bref, le regard caméra comme l'affirmation radicale d'une certaine idée de la liberté.
enfin notre numéro 1, Call Me By Your Name de Lucas Guadagnino, et plus particulièrement, attention spoiler toujours, le dernier plan du film, Timothée Chalamet est passé par de nombreux états et a connu de nombreuses émotions. Il lui revient donc de clore le film quand il l'aura décidé, en un regard caméra peut-être le plus long à se dessiner de l'histoire du cinéma, et c'est très bien comme ça, une façon comme une autre, une façon mieux qu'une autre, Timothée Chalamet oblige d'ouvrir cette nouvelle saison de Blow Up. You're still here? It's over. Go home. Go.